Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce jeudi 17 mars en Côte d'Ivoire. Le bilan se précise suite à l'attentat de Grand Bassam. Hier, alors que le président Alassane Ouattara réunissait son gouvernement en Conseil des ministres extraordinaire dans la ville du drame, le porte-parole Bruno Koné a annoncé qu'un 19e mort était à déplorer en dehors des 3 assaillants abattus. Le corps du jeune homme aurait été ramené par les eaux de l'océan, confirmant des dires de témoins selon lesquels les terroristes ont aussi tiré sur des baigneurs dimanche. Monsieur Koné a par ailleurs donné le décompte exact des nationalités des personnes tuées. On compte 11 Ivoiriens, dont 3 membres des forces spéciales, une personne de nationalité nigériane, un Libanais, 4 Français, une Allemande ainsi qu'une Macédonienne. Le ministre a également précisé que l'attentat avait touché les victimes sans distinction, puisque figuraient parmi eux aussi bien des Africains que des Occidentaux, des chrétiens que des musulmans. À noter également que la presse ivoirienne fait toujours état de disparus. Oui, la Côte d'Ivoire était dans la ligne de mire d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'est ce qu'ont révélé des sources judiciaires et sécuritaires burkinabées hier, suite à la déclaration d'un détenu. L'homme en question a été interpellé pour son implication présumée dans les attentats de Ouagadougou en janvier dernier. Il aurait avoué que ce sont les mêmes groupes terroristes qui ont frappé à Ouagadougou, qui ont aussi frappé en Côte d'Ivoire, et avec les mêmes types d'armes et d'explosifs. L'enquête a permis au Burkina Faso de découvrir l'existence de cellules dormantes de terroristes dans le pays, et parmi lesquelles figurent effectivement des Burkinabés, des informations qui questionnent sur le mode de recrutement de ces groupes terroristes dans les pays africains. La France investit l'Afrique de l'Ouest. La récente multiplication des attaques terroristes en Afrique de l'Ouest mobilise les forces de sécurité locales, mais aussi internationales. Ainsi, une unité du GIGN, le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, va stationner à Ouagadougou au Burkina Faso afin de pouvoir intervenir en cas d'attaque dans la région. L'annonce a été faite par le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. C'était lors de sa visite en Côte d'Ivoire. Une dizaine d'hommes de cette unité d'élite française viendront donc en soutien aux forces de la région. Outre une mission de conseil, ils seront aussi habilités à intervenir directement si nécessaire. M. Cazeneuve a également souligné l'importance d'apporter une aide à la police scientifique dans le travail crucial que représentent les enquêtes sur les lieux des attentats. 3 fonctionnaires abattus au Burundi. Les autorités du pays ont annoncé hier que des hommes armés ont tué 3 employés de la fonction publique dans différentes régions depuis vendredi dernier. Parmi les victimes de ces assaillants, on trouve par exemple le chef d'un village dans le district de Kibago, assassiné chez lui mardi soir. Les 2 autres responsables locaux ont eux été abattus dans la province de Bururi, dans le district de Mugamba. Aucune précision sur les motivations de ces meurtres, ni sur les auteurs pour le moment. Le Burundi toujours, où le président Pierre Nkurunziza porte plainte. Diffamation, c'est l'objet de cette plainte portée par le chef de l'État devant le tribunal de grande instance de Paris. La raison, un reportage de la chaîne de télévision publique française France 3, diffusé le 13 janvier dernier, et qui montre des prétendues exactions au Burundi. Les images étaient présentées comme celles d'actes de mutilation dans la province de Karuzi, 2 jours plus tôt. La chaîne avait ensuite dû présenter des excuses après avoir constaté qu'en fait il s'agissait d'images d'archives et tournées dans un pays d'Afrique de l'Ouest. Le président burundais demande donc l'ouverture d'une enquête afin d'identifier les personnes responsables de la diffusion de ce reportage et pour qu'elles soient mises en examen et portées devant le tribunal selon ces termes. La riche famille Gupta a-t-elle nommé des ministres en Afrique du Sud? C'est la question qui circule depuis la révélation hier d'un membre du gouvernement. M. Bissi Jonas, l'actuel vice-ministre des Finances, a affirmé dans un communiqué que des membres de la richissime et influente famille d'hommes d'affaires d'Afrique du Sud lui ont proposé le poste clé de ministre des Finances afin de remplacer le ministre d'alors, Nana Nene. Cette accusation d'interférence de ces magnats des mines, des médias, de l'ingénierie et de l'informatique dans la politique sud-africaine ajoute de l'huile sur le feu, alors même que le président Jacob Zuma est déjà embarrassé par plusieurs autres scandales. Depuis plusieurs semaines déjà, la polémique enfle en Afrique du Sud. L'opposition accuse la famille d'origine indienne d'exercer une influence directe sur le chef de l'État. La famille Gupta a immédiatement réagi aux accusations de M. Jonas hier, les qualifiant de totalement fausses.
L'Afrique du Sud toujours et les scandales encore. Hier, la FIFA a tout simplement accusé l'Afrique du Sud d'avoir acheté le mondial de football de 2010. La Fédération internationale de football a accusé publiquement le pays d'avoir versé 10 millions de dollars de pots de vin, notamment au sulfureux ancien vice-président de la FIFA, Jack Warner. Des révélations de corruption qui continuent donc de sortir. Qu'en pensent les Sud-Africains? La réponse dans ce micro-trottoir réalisé à Johannesburg. Nous sommes très déçus de tout ça. Je pense que ça n'en valait pas la peine parce que nous étions censés la remporter de façon honnête comme les autres pays. Nous ne sommes pas censés donner des pots de vin pour quelque chose qui n'arrivera pas avant des années. Bon, ce n'était peut-être pas le truc le plus honnête qui soit, mais c'était super bien parce que je suis venue voir une Coupe du Monde en Afrique et je pense que c'était le meilleur truc que j'ai jamais vu. Je pense que cela a été une bonne chose pour l'économie ici. Concernant les pots de vin, ce n'était sans doute pas bien de faire cela, mais ça n'empêche que c'était génial de voir la Coupe du Monde ici. Moi, j'aime la Coupe du Monde. C'était absolument incroyable. Cela a rapproché les gens. C'était juste incroyable. Qu'il y ait eu des pots de vin ou non, au final, nous avons passé un bon moment qui nous a unis en tant que nation. À l'international à présent, le magazine New African Woman a récemment rassemblé à Londres une centaine de femmes venues d'Afrique mais aussi du reste du monde à l'occasion de son premier forum. Objectif, discuter des problématiques liées à la condition féminine. Reportage de René Bissong et de Pierre Lucroix. Il est l'heure de reprendre les sessions. Nous sommes au forum New African Woman, au milieu d'une salle pleine de femmes toutes plus brillantes les unes que les autres. Parmi elles se trouve Joyce Banda, l'ancien chef d'État du Malawi, l'invité d'honneur pour le lancement de cet événement dédié à la valorisation de la femme africaine. Joyce Banda a ainsi livré une présentation puissante sur la réflexion du leadership des femmes en Afrique, les défis auxquels les femmes leaders sont confrontées et l'avenir du leadership féminin. Pour Joyce Banda, la femme africaine a besoin de modèles féministes. Yes, feminism has a place in Africa. Oui, je pense que le féminisme a une place en Afrique, mais ça doit être un féminisme qui est défini par nous, les femmes africaines, pas celui que vous pratiquez ici en Europe. Cela ne marcherait pas en Afrique. Du moins, pour moi, j'ai pensé que ça ne marcherait pas, donc j'ai redéfini le mien. Le forum a réuni des dirigeantes du monde des affaires, du milieu universitaire, de la société civile, ainsi que les principaux décideurs des secteurs publics et privés du continent. Il a été une occasion unique d'apporter des réponses à la question de savoir comment réinventer le leadership en Afrique, notamment avec les femmes et les jeunes. De son côté, Marem Dia, directrice générale de EcoBank au Rwanda, a tenu à encourager les jeunes femmes à enfin saisir les opportunités qui les sont présentées. Aux jeunes femmes, j'aimerais encore réitérer mon message. Vraiment, ne vous limitez pas. Les opportunités sont là. Pensez grandiose. Saisissez ces opportunités. L'objectif de ce forum était donc non seulement de valoriser les talents, mais également de trouver des solutions et des stratégies afin de permettre aux personnes présentes de plaider pour l'égalité des droits des femmes. L'éducation est primordiale pour l'émancipation de la femme. Mais les autres choses que nous devons également regarder, c'est le pouvoir économique des femmes. D'abord, nous n'avons pas accès à la terre. Dans nos cultures et nos traditions, c'est les hommes qui héritent de tout cela. Donc il faut faire en sorte qu'il faut briser ces barrières-là et faire en sorte que la femme puisse avoir accès à la terre parce que 70% de la main-d'œuvre ou de l'agriculture, ce sont les femmes. Pourtant, une question demeure. Comment l'Afrique peut-elle atteindre pleinement son potentiel et devenir une force dynamique et crédible sur la scène mondiale lorsque ces femmes sont encore désavantagées ? Retour en Afrique pour terminer ce journal. Au Niger, les courses hippiques sont le dada de la population de Niamey. Malgré la vétusté de la tribune poussiéreuse, la piste de sable mal délimitée, de fiers chevaux de course et des jockeys improbables continuent quand même de courir sur l'hippodrome de la capitale. Et vous verrez que malgré la pauvreté de certains, eh bien, les joueurs sont toujours légion. 7 000, 8 000,
Une fois 8 000. 2 fois 8 000. 9 000 pour 2. Les paris sont pris, rien ne va plus à Niamey. Chaque week-end, jockeys, chevaux de course et parieurs envahissent l'hippodrome sableux de la capitale du Niger. Les réglementations sont inexistantes, mais les turfistes sont là, prêts à miser quelques euros sur leur canasson favori. Puis ici, chacun parie sur un de cheval. Donc, en fin de course, le premier et le deuxième remportent. C'est amusement. Moi, je suis pauvre, mais c'est amusement parce que ça me plaît. Ça me plaît trop même. Cet après-midi, 8 chevaux sont en course. La légende raconte qu'un équidé du Niger a même couru devant la reine d'Angleterre après avoir remporté toutes les courses de la région il y a plus de 50 ans. À l'arrivée, c'est Noura qui remporte la course avec son bonnet fétiche, empochant au passage une cinquantaine d'euros. On apprend à monter dès l'enfance. Comme je gagnais beaucoup de courses en brousse, on m'a fait venir à Niamey. Malgré la passion des sports équestres, les moyens font cruellement défaut. Mauvais état de la piste, chevaux mal soignés et paris non enregistrés. Seule la flamme pour les courses hippiques entretiennent la vie de l'hippodrome. Rien n'est institutionnalisé ici. Rien. Les paris, les jockeys, les paraphernaliers, les enfants même qui travaillent, ils n'ont pas de salaire. C'est-à-dire, il n'y a rien, tout est géré, si vous voulez, de façon grégaire. Et ce dont on a besoin, c'est des investissements ici à l'hippodrome pour que nous puissions institutionnaliser les courses, institutionnaliser les professions et les fonctions, les attributions de tous ceux qui interviennent. Avec ou sans un investissement de l'État nigérien pour réglementer les sports hippiques, les courses reprendront le week-end suivant, avec l'espoir de voir briller un nouvel étalon sur les hippodromes internationaux. C'est la fin de ce Vox Flash du jeudi 17 mars 2016. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec grand plaisir demain, vendredi, pour votre point quotidien sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Bonne suite de programme sur Vox Africa.